Durant la Seconde Guerre mondiale, deux armes vont profondément bouleverser la guerre navale, le sous-marin et le porte-avions. L'un frappe en silence, invisible sous les flots. L'autre projette sa puissance à des centaines de kilomètres. Alors, certains voient une idée folle. Pourquoi ne pas créer un sous-marin porte-avions ? Voici l'histoire des incroyables sous-marins japonais de la classe I-400, les plus grands sous-marins de la Seconde Guerre mondiale. Véritables porte-avions submersibles capables de traverser le globe en secret et frapper directement le territoire américain. La marine japonaise s'intéresse très tôt à l'aviation navale. Dès 1914, le transporteur d'hydravions Wakamiya effectue la première attaque aéronavale de l'histoire. Puis, en 1922, entre en service le Hosho, deuxième porte-avions conçu et achevé comme tel dès l'origine au monde et premier à entrer en service. Le Japon s'intéresse également, comme quasiment toutes les grandes marines d'alors, à la possibilité d'utiliser des hydravions depuis des sous-marins. Les Allemands avaient été les premiers à mener des tests avec le U-12 en 1915, et le premier porte-avions sous-marin opérationnel est attribué aux Britanniques avec le HMS M2 converti en 1925. L'objectif est d'augmenter considérablement les capacités de reconnaissance des sous-marins, et ainsi d'augmenter leurs chances d'intercepter des navires ennemis. C'est particulièrement important pour le Japon. Au vu de l'immensité de l'océan Pacifique, trouver un navire à partir d'un sous-marin s'apparente à chercher une aiguille dans une botte de foin. À une époque où le radar et le sonar sont encore quasiment de la science-fiction, l'avion apparaît comme la solution idéale. Ainsi, si les autres marines abandonnent l'une après l'autre cette idée, la marine impériale japonaise sera la seule à continuer sur cette voie. En 1932, elle met en service le I-5, son premier sous-marin porte-hydravion. Puis en 1934, le I-6, le premier conçu dès l'origine avec un hangar étanche et une catapulte. Si bien qu'au moment de l'attaque sur Pearl Harbor en décembre 1941, la marine japonaise dispose de 11 sous-marins porte-hydravion. Mais si l'hydravion de reconnaissance sur un sous-marin n'était pas une nouveauté, les Japonais ont bientôt l'idée d'un concept totalement unique. Un sous-marin capable d'emporter des hydravions, non plus pour des missions de reconnaissance, mais pour le bombardement et l'attaque directe. Il s'agit du projet Sentoku Gata Sensuikan, que l'on peut traduire par sous-marin spécial, qui deviendra la classe I-400. L'idée est venue à l'amiral Isoroku Yamamoto, commandant en chef de la flotte combinée japonaise peu après son attaque sur Pearl Harbor. Contrairement à une grande partie de l'état-major japonais, Yamamoto connaît parfaitement la puissance industrielle des États-Unis. Il sait qu'en cas de guerre prolongée, le Japon n'a pratiquement aucune chance. Pour lui, le seul moyen de permettre au Japon de garder ses conquêtes ne serait pas la puissance militaire, mais la volonté. Son raisonnement est que si les Américains perdent la volonté de se battre, alors une paix négociée est possible. Ainsi, avec les Sentoku, son idée n'est pas d'attaquer les navires américains, mais de frapper des cibles symboliques directement sur le territoire américain, en bombardant par exemple de grandes villes comme Washington ou New York. En janvier 1942 commence le déploiement de ce sous-marin, qui doit être capable de faire l'aller-retour entre le Japon et la côte est des États-Unis. Et ça, sans ravitaillement, ce qui implique qu'il doit emmener presque 2000 tonnes de carburant et suffisamment de vivres pour 4 mois, tout en étant capable de stocker et de lancer 2 hydravions d'attaque armés d'une torpille ou d'une bombe de 850 kg. C'est clairement très ambitieux. En comparaison, les sous-marins américains de la classe Gato avaient une autonomie de 11 000 nautiques ou 75 jours, et le Surcouf français, alors le plus grand sous-marin au monde, 10 000 nautiques ou 90 jours. Le programme est jugé comme hautement prioritaire, encore plus après l'audacieux raid américain sur Tokyo lors de l'opération Doolittle le 18 avril 1942. Le développement sera ainsi très rapide malgré sa complexité. Dès juin 1942, la marine prévoit la construction de 18 Sentoku et la construction du premier, le I-400, commence au chantier naval de Kure le 18 janvier 1943. Mais le Japon est rapidement confronté à des difficultés croissantes pour s'approvisionner en matières premières, en raison des terribles pertes subies sur les navires de transport. Ce qui provoque l'opposition d'officiers influents, pour qui les ressources nécessaires à la construction de sous-marins géants seraient mieux utilisées ailleurs.
Pour ne rien arranger, Yamamoto est tué en avril 1943. Les I-400 perdent alors leurs plus influents partisans. Leur nombre est alors progressivement réduit, passant de 18 à 9 et finalement seulement 5. Pour compenser, le nombre d'avions par navire est porté à 3. La construction du I-401 débute à Sasebo en avril 1943, celle du I-402 en octobre et celle du I-404 à Kure en novembre. Le secret de leur existence fut si bien gardé que les Alliés n'apprirent leur existence qu'après la fin de la guerre. Les I-400 sont, et de très loin, les plus grands submersibles de la Seconde Guerre mondiale. Avec 122 mètres de long, 12 mètres de large, un tirant d'eau de 7 mètres pour un déplacement en surface de 5223 tonnes et 6560 tonnes en plongée. Soit presque 30% plus long que les sous-marins américains de classe Gato, principal sous-marin de la marine américaine, et surtout avec un déplacement multiplié par 3. Avant eux, le plus grand sous-marin au monde était le Surcouf, avec 110 mètres de long pour un déplacement de 3304 tonnes en surface et 4218 tonnes en plongée. Leur déplacement en surface est ainsi quasiment le double d'un destroyer de l'époque. Ils resteront les plus grands sous-marins au monde jusqu'à l'apparition des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins dans les années 60, et un tel déplacement pour un sous-marin non nucléaire ne sera battu qu'en 2012 avec le sous-marin chinois de type 032 et ses 6600 tonnes. Ces dimensions hors normes viennent directement du volumineux hangar à avions, de 31 mètres de long pour 3,50 mètres de large. A l'origine, il devait être plus petit et n'accueillir que 2 hydravions. Mais pour compenser la réduction du nombre de sous-marins à construire, il fut rallongé pour recevoir 3 appareils. Ce qui impose cependant de décaler le kiosque de 2 mètres sur bâbord, ce qui augmente fatalement la traînée en plongée, en plus de faire dévier le navire sur bâbord, obligeant à constamment corriger. Son important volume est également nécessaire pour garantir une bonne stabilité en surface, indispensable lors du catapultage des avions. C'est pourquoi les I-400 sont composés de 2 demi-coques internes soudées côte à côte, une caractéristique extrêmement inhabituelle que l'on retrouvera bien plus tard sur d'autres géants, les Typhoon soviétiques. Mais si ça donne une bonne stabilité en surface, forcément ces dimensions entraînent également de gros inconvénients. Les I-400 sont peu maniables en surface en raison de leur petit gouvernail, et leur importante prise au vent les fait facilement dériver par vent fort. La profondeur maximale de 100 mètres est supérieure à celle de la plupart des sous-marins de la guerre, mais n'est que de 82% de la longueur totale du submersible, ce qui peut évidemment poser des problèmes s'il plonge à un angle trop élevé. Mais le plus gros problème, c'est le temps de plongée. Il faut pas moins de 56 secondes pour s'immerger, le double des sous-marins américains. Une éternité face à une attaque aérienne. Surtout que leur taille les rend facilement détectables au radar comme visuellement. Ça peut particulièrement être problématique s'ils sont repérés alors qu'ils sont en train d'envoyer ou récupérer leurs avions. Pour compenser, les I-400 sont lourdement armés pour des sous-marins. Sur le hangar, on trouve pour la défense anti-aérienne 3 canons automatiques type 96 de 25 mm à triple canon et un type 96 simple canon sur le kiosque. Copie du canon anti-aérien français Hotchkiss de 25 mm, il s'agit du canon anti-aérien moyen standard de la marine impériale japonaise, bien que ses performances soient notablement inférieures aux équivalents des autres marines. Si sa cadence théorique de 200 à 260 tirs par minute est respectable, chaque canon n'est alimenté que par un chargeur de 15 cartouches. Sa portée de tir effective est de 3 km. On trouve également un puissant canon de pont de 140 mm capable d'envoyer un obus de 38 kg à 16 km. Ainsi que 8 tubes lance-torpilles de 533 mm à l'avant avec 20 redoutables torpilles type 95 en réserve. Cette torpille a une portée exceptionnelle de 9000 m à 49 nœuds, soit le double de la torpille Mark XIV, torpille standard de l'US Navy à vitesse égale. En plus de ça, elle emporte une charge explosive de 405 kg, ce qui en fait la torpille sous-marine la plus puissante de la guerre. Mais elle est là surtout pour la défense, les I-400 n'ayant pas vocation à engager directement le combat. En défense passive, on trouve 2 ensembles parallèles de câbles de démagnétisation, allant de la proue à la poupe, destinés à neutraliser les mines magnétiques.
De plus, un original revêtement anéchoïque spécial composé d'un mélange de gomme, d'amiante et d'adhésif est appliqué sur la coque pour absorber les ondes des radars et sonars et réduire le bruit des machines. On ignore cependant son efficacité réelle. Ils étaient également équipés de 2 radars permettant de détecter des avions jusqu'à 50 km. L'utilisation de radars était alors très récente sur les navires japonais et leur performance très inférieure aux systèmes américains. Pour propulser ces titans des mers, il faut 4 moteurs diesel totalisant 7700 chevaux pour la navigation en surface et 2 moteurs électriques totalisant 2400 chevaux en plongée. Cela permet d'atteindre presque 19 nœuds en surface et 6,5 nœuds en immersion, soit environ 2 nœuds de moins que le classe Gato. Ils sont donc assez lents, mais en même temps ils n'ont pas été conçus pour la vitesse. En revanche, ils transportent suffisamment de carburant pour parcourir 37 500 nautiques à 14 nœuds, soit plus d'1,5 fois le tour du monde. Ils peuvent ainsi théoriquement attaquer n'importe où à travers le globe et revenir tranquillement au Japon sans ravitaillement. À condition bien sûr de pouvoir faire le plein, soit pas moins de 1570 tonnes de carburant. Un véritable défi pour le Japon qui, à partir de 1943, manque cruellement de ressources. Les batteries permettent une autonomie en plongée de 60 nautiques à 3 nœuds. Enfin, ils avaient besoin d'un équipage à la hauteur de leur taille, soit environ 144 et 191 hommes, ce qui représente environ le triple des sous-marins de l'époque. Mais la grande particularité des I-400, c'est leur aviation embarquée. Ces hydravions devaient effectuer des bombardements et non de simples vols de reconnaissance, ce qui entraîne des besoins et contraintes inédites. Il fallait à la fois l'appareil le plus compact possible, mais capable de servir de bombardier en piqué, donc avec une structure renforcée tout en ayant une vitesse et autonomie élevée. Sans oublier qu'il devait être rapide à déployer pour que le sous-marin reste le moins longtemps possible en surface. Bref, c'était pas une mince affaire. Si l'idée originale était de simplement créer un dérivé du bombardier embarqué Yokosuka des 4Y, il fut finalement impossible de le faire rentrer dans le hangar, obligeant à développer un appareil entièrement nouveau, l'Aichi M6A Seiran. Lorsqu'il est déployé, le Seiran a une envergure de 12,26 mètres et une longueur de 11,60 mètres, pour un poids à vide de 3301 kg, ce qui en fait l'avion le plus lourd jamais embarqué sur un sous-marin. Il pouvait transporter une bombe ou une torpille de 850 kg sur 1200 km à 296 km/h, avec une vitesse maximale de 474 km/h. Pour entrer dans l'étroit hangar, de seulement 3,50 m de diamètre, les ailes sont tournées à 90 degrés puis repliées contre le fuselage. Une solution alors sans précédent dans la marine japonaise. Le haut de la dérive et les extrémités des gouvernes de profondeur sont également pliables, de sorte que le profil général de l'avion entre dans le diamètre de son hélice, tandis que les flotteurs sont stockés séparément. Les appareils sont lancés à partir d'une catapulte à air comprimé de 26 mètres intégrée à l'avant du pont. L'objectif est que les 3 hydravions soient montés et lancés en 30 minutes, mais avec un équipage bien entraîné, il fut possible de réduire ce délai à seulement 15 minutes. Après leur lancement, le sous-marin devait plonger et rester sur place pour leur permettre de revenir. Ils se poseraient alors sur l'eau grâce à leur flotteur et seraient hissés à bord à l'aide d'une grue. Ce n'est globalement pas très différent des hydravions de reconnaissance des croiseurs japonais, à la grosse différence que les pilotes doivent réussir à retrouver leur sous-marin en immersion. Ça, c'est la procédure standard pour laquelle ils avaient été conçus. Mais en cas d'urgence, ils pouvaient être lancés sans leur flotteur. Au retour, ils devaient amérir et il était alors impossible de récupérer l'appareil. Les avantages sont le gain de temps important puisqu'on économise l'installation des flotteurs et la récupération des avions, mais aussi la réduction du poids et l'importante traînée aérodynamique des flotteurs. Cela permet d'atteindre une vitesse maximale de 555 km/h ainsi qu'une meilleure autonomie et une détectabilité réduite. Techniquement, ils pouvaient donc être lancés et complètement abandonnés à leur sort, permettant aux sous-marins de quitter rapidement la zone. Comme typiquement pour une attaque kamikaze à laquelle l'amirauté avait de plus en plus recours. Du fait de son usage particulier, le développement du Seiran fut compliqué, si bien que le premier prototype ne vola pas avant novembre 1943. Il fallut ensuite 7 autres prototypes pour qu'il soit officiellement accepté fin novembre 1944.
S'il est prévu d'en produire 78, finalement seuls 28, dont 8 prototypes, furent livrés avant la fin de la guerre. Il faut dire que la faible capacité industrielle japonaise avait bien d'autres priorités, et que peu de moyens furent accordés au programme au vu des faibles nombres d'appareils commandés. La production resta ainsi limitée à un appareil par mois, rythme qui fut encore ralenti en raison des raids aériens américains de plus en plus réguliers et de tremblements de terre. Comme on l'a vu, la classe I-400 fut conçue pour attaquer l'Amérique du Nord. Avec 18 unités, ils auraient pu mener des attaques surprises sur des sites industriels ou économiques, les infrastructures de transport, les centrales électriques ou l'approvisionnement en eau potable, ou encore les grands centres urbains. En plus des dégâts matériels, cela ne manquerait pas de créer de vastes mouvements de panique, le but étant de déstabiliser le pays et de perturber la production. Les Japonais pensaient même que cela pourrait retirer toute envie de combattre aux Américains. Parmi les opérations un temps imaginées pour être confiées au I-400 figure l'opération Fleur de cerisier dans la nuit. Derrière ce nom poétique se cache une attaque bactériologique contre des populations civiles. Imaginée par la tristement célèbre unité 731 en décembre 1944, l'opération prévoit le lâchage sur la côte ouest des États-Unis avec des cibles comme San Diego, Los Angeles et San Francisco, de puces porteuses de virus depuis les hydravions des I-400 tels la peste, le choléra, le typhus et autres joyeusetés, dans l'espoir que l'infection qui en résulte se répande à l'ensemble du territoire. L'opération fut annulée fin mars 1945 devant des oppositions au sein de l'état-major japonais. Si Isoroku Yamamoto avait conçu un audacieux plan pour attaquer New York, Washington et d'autres grandes villes, quand le premier I-400 fut lancé, la situation avait bien changé. Et l'amirauté avait des priorités bien plus urgentes que des frappes de harcèlement. Dès août 1943, l'idée est d'utiliser les I-400 pour attaquer les écluses du canal de Panama. Passage stratégique, bloquer le canal permettrait de grandement ralentir le ravitaillement et le transfert des navires américains de l'Atlantique au Pacifique, les forçant à faire un long détour par l'Amérique du Sud. Ce qui permettrait de soulager la marine japonaise en grande difficulté depuis les désastres des batailles de Midway et Guadalcanal. De par son importance cruciale, le canal est évidemment solidement fortifié, surtout depuis l'attaque sur Pearl Harbor. Mais à mesure que la guerre avança, la sécurité devenait de plus en plus laxiste. En janvier 1944, grâce aux informations d'un prisonnier de guerre américain, les Japonais apprennent que les patrouilles aériennes ont pratiquement cessé, les Américains considérant que les Allemands et les Japonais n'ont plus la capacité d'attaquer le canal, qui d'ailleurs n'a subi aucune attaque depuis le début de la guerre. Pendant ce temps, les I-400 et I-401 sont mis sur cale à Kure et Sasebo en janvier et avril 1943. 4 autres sont mis sur cale, mais à la fin de l'année, 12 sont annulés. Les I-400 et I-401 entrent finalement en service en décembre 1944 et janvier 1945. Le nombre de I-400 commandés étant fortement revu à la baisse, il est décidé de modifier les sous-marins I-13 et I-14, alors en construction, pour qu'ils puissent embarquer 2 Seiran chacun. Ainsi, le plan d'attaque du canal de Panama prévoit que les 4 sous-marins traversent le Pacifique, en prenant la même route qu'utilisée pour attaquer Pearl Harbor, avant de contourner Hawaï par le nord, puis de descendre au sud-est jusqu'au golfe de Panama et, à 185 km au large des côtes équatoriennes, lancer leurs avions de nuit. Les Seiran sans flotteur voleront à une altitude de 4000 mètres le long de la côte colombienne jusqu'aux environs de Colón. Ils tourneront ensuite vers l'ouest, puis effectueront leur approche finale des écluses à l'aube, bombardant la première écluse de Gatun. Après avoir terminé leur attaque, ils doivent retourner au point de rendez-vous et amérir à côté des sous-marins qui récupéreront les pilotes. La marine estime alors que les dégâts devraient neutraliser le canal pour au moins 6 mois. Vers avril 1945, le capitaine Tatsunosuke Arizumi, chargé de mener l'attaque, décide qu'il vaut mieux effectuer une attaque kamikaze plutôt qu'un bombardement. Manquant de pilotes expérimentés, il a d'importants doutes sur la possibilité de causer suffisamment de dégâts. Surtout que les portes de l'écluse sont à la fois massives avec 2 mètres d'épaisseur et étroites, ce qui complique grandement les choses. La nouvelle stratégie consiste donc désormais à boulonner des bombes de 850 kg au Seiran et à les faire s'écraser contre les portes de l'écluse. Ce que les pilotes n'apprendront que par accident en mai, lorsqu'ils remarquent que les systèmes de largage des bombes ont été retirés.
Mais pour cela, encore faut-il réussir à atteindre la côte américaine, ce qui n'est pas franchement gagné. Déjà, le 19 mars 1945, les I-400 et I-401 subissent un important raid aérien américain sur la base de Kure. Ils s'en sortent avec seulement quelques dégâts mineurs, protégés involontairement par la présence de cuirassés et de porte-avions qui attirent l'attention des pilotes américains. Mais les réserves de carburant de la base, qui n'étaient déjà pas très élevées, ont été si endommagées qu'il ne reste que 2000 tonnes, soit à peine de quoi faire le plein d'un seul I-400. Pour ne rien arranger, quelques jours plus tard, les Américains lancent l'opération Starvation, durant laquelle la plupart des ports, détroits et routes maritimes japonais sont massivement minés par l'aviation américaine. Les I-400 n'ont donc d'autre choix que de tenter de périlleux périples pour se ravitailler là où c'est encore possible. Ainsi, le 11 avril, le I-401 tente de rallier Dalian en Mandchourie, mais il est endommagé par une mine dès le lendemain, le forçant à retourner à Kure. Le I-400, lui, eut plus de chance. Parti de Kure le 14 avril, il arrive à Dalian le 21 et de retour à Kure le 27. Mais quelques jours plus tard, le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule. Il est alors évident que les flottes alliées, actuellement dans l'Atlantique, arriveront prochainement dans le Pacifique. Il faut donc agir, et rapidement. Début juin, les deux I-400 et les I-13 et I-14 sont regroupés dans la baie de Nanao, où jour et nuit, les équipages, notablement inexpérimentés, s'entraînent à l'assemblage, au lancement et à la récupération des avions, pendant que les pilotes mènent des exercices grâce à une reproduction en bois grandeur nature de la porte de l'écluse de Gatun. Grâce à cela, l'assemblage et le catapultage des 3 hydravions passent de plusieurs heures à moins de 30 minutes. À la fin juin, tout semble fin prêt pour lancer l'opération. Mais le 22, l'île d'Okinawa tombe aux mains des Américains. C'est le premier territoire japonais à tomber, et ce n'est désormais plus qu'une question de temps avant que les Alliés ne lancent une offensive massive sur le Japon. L'amirauté conclut alors que l'attaque contre le canal n'aura désormais que peu d'intérêt, une action plus directe est nécessaire. À ce moment-là, de nombreux porte-avions américains sont rassemblés sur l'atoll d'Ulithi, qui sert de base logistique à la Task Force 58 en vue des raids sur le Japon. Ce fut alors la nouvelle cible des I-400. L'opération devait se dérouler ainsi. Les I-13 et I-14 se rendront aux îles Truk, encore sous contrôle japonais, pour y amener des avions de reconnaissance qui effectueront des vols de reconnaissance au-dessus d'Ulithi. Pendant ce temps, les I-400 et I-401 navigueront séparément jusqu'à un point de ralliement près d'Ulithi, puis lanceront leur Seiran avant le lever du jour pour une opération kamikaze contre les cuirassés et porte-avions américains. Pour éviter les radars et les chasseurs américains, ils devront voler à moins de 50 mètres au-dessus de l'eau. Et au cas où ils seraient tout de même repérés, il fut décidé de les repeindre en argent avec des étoiles américaines. Initiative qui déplut fortement aux pilotes, certains estimant que c'était tout aussi inutile que déshonorant de devoir voler et mourir sous couleur ennemie. Une fois leur appareil lancé, les I-400 se ravitailleront à Hong Kong, embarqueront de nouveaux Seiran et lanceront d'autres attaques de ce type contre la flotte américaine. L'attaque est planifiée pour le 17 août 1945 à 3h du matin. Mais encore une fois, rien ne devait se passer comme prévu. Si le I-13 quitte Ominato pour Truk le 11 juillet, il n'arrivera jamais. Le 16, il est repéré en surface et endommagé par des avions américains, puis achevé par les grenades sous-marines d'un destroyer. Le I-14, parti le 14 juillet, atteint Truk le 4 août, non sans avoir subi plusieurs attaques de destroyers. Les I-400 et I-401 partent le 25 et sont rapidement pris dans un typhon. Le 5 août, un incendie se déclare à bord du I-400 alors qu'il se trouve à l'est de Saipan. Il est alors forcé de naviguer en laissant émerger son kiosque pour évacuer la fumée. De son côté, le I-401 est retardé par la présence de navires américains. Il doit contourner par l'est les îles Marshall, ce qui rend impossible l'arrivée au point de rendez-vous à la date prévue. Si le commandant Harizumi prend l'important risque de briser le silence radio pour transmettre de nouvelles coordonnées au I-400, ils ne reçurent jamais le message. Si bien qu'ils ne se retrouvèrent jamais, chacun pensant que l'autre avait été coulé. C'est alors que, le 15 août, les deux submersibles captent le message radiophonique de l'empereur Hirohito annonçant la fin de la guerre. Quelque peu confus, comme on peut facilement l'imaginer, il y a un moment de flottement. Ils décidèrent de maintenir la mission.
Mais le lendemain, l'état-major de la marine leur confirme la fin des combats, quelques heures avant que le I-400 ne lance ses avions. Les I-400 retournent alors au Japon, non sans jeter torpilles et avions par-dessus bord pour éviter leur récupération par les Américains. Le I-400 est intercepté par les destroyers américains le 27 août. Les équipages américains sont alors impressionnés par sa taille, plus long que leur propre navire. Personne ne pensait que les Japonais avaient les capacités de construire un tel titan. Le 30 août, c'est au tour du I-401 d'être arraisonné par le sous-marin USS Segundo. Le commandant Arizumi tente bien d'ordonner le sabordage du navire, mais ne fut pas suivi. Honteux de la défaite et craignant d'être jugé pour crime de guerre, lui qui était surnommé par les Anglais le boucher pour avoir exécuté des naufragés civils, il se suicide avant l'arrivée du I-401 au Japon. À la fin de la guerre, sur les 5 I-400 mis sur cale, seuls 3 furent achevés et seuls les I-400 et I-401 entrèrent en service. Dans les derniers mois, il fut décidé de convertir le I-402 pour servir de sous-marin-citerne dans le but de transporter du carburant de l'Inde vers le Japon. Mais terminé le 24 juillet 1945, il n'eut pas le temps d'entrer en service. Le I-404 était également achevé à 95%, mais fut irrémédiablement endommagé par un raid aérien sur Kouré le 28 juillet 1945. Il fut renfloué en décembre 1951 et ferraillé l'année suivante. Au lendemain de la guerre, la marine américaine étudie avec attention les géants I-400 et I-401, envisageant même de les incorporer à sa flotte. Ils arrivent à Pearl Harbor début janvier 1946 pour des examens approfondis. Mais les Américains conclurent rapidement qu'ils ne présentaient aucun intérêt opérationnel pour eux, et les coupes budgétaires qui suivent la fin de la guerre rendent injustifié de les garder en service. Surtout que, pendant ce temps, les Soviétiques apprirent leur existence, et visiblement très intéressés, demandent à en obtenir. Hors de question pour Washington. Les États-Unis ne veulent pas que ces technologies tombent entre les mains de l'URSS ou ne leur donnent des idées. Une guerre venait tout juste de se terminer, et déjà une autre s'annonçait. Les I-400 et I-401 sont ainsi finalement coulés durant des exercices de torpillage entre mai et juin 1946 au large de Kalaeloa à Hawaï. Ainsi se termine l'histoire des premiers et seuls sous-marins porte-avions d'attaque de l'histoire. Bien qu'il n'ait pas eu le temps d'être utilisé au combat, il constitue une innovation dans la nature même des sous-marins militaires. Avant eux, le sous-marin était avant tout considéré comme une arme anti-navire. Avec les I-400 apparaît l'idée qu'un submersible puisse frapper directement des cibles terrestres stratégiques. Un concept en avance sur son temps, qui révélera tout son potentiel des années plus tard avec l'apparition des missiles. D'une certaine manière, les I-400 peuvent être vus comme les ancêtres des sous-marins lanceurs d'engins. Géants inutilisés, armes révolutionnaires arrivées trop tard, les I-400 sont le symbole d'un Japon qui, jusqu'au bout, cherche encore un coup décisif capable de renverser l'inévitable. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poursuivre votre visite avec nos autres vidéos sur le même thème. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner.